Je me suis retrouvé avec en bas de ce cabinet ici des caméras, des gens qui me déposaient des menaces de mort, des courriers me vouant en gémonie, des petites balles dans des enveloppes que je trouvais extraordinaires, c'est-à-dire que c'est plus des cercueils, c'est des balles directement, de fusils d'assaut notamment, à la barre. Moi, je crois que la médiatisation est un avantage, parce qu'on ne gagne plus un procès uniquement dans une salle d'audience, on le plaide devant les juges et on le plaide devant l'opinion publique. On doit aller sur les marches du palais de justice, on doit aller sur les plateaux de télé, on doit aller sur Internet expliquer au grand public ce qu'il s'est passé, parce que non pas que les magistrats soient influençables véritablement, mais ce sont des êtres humains qui sont aux prises avec les sociétés, qui écoutent ce que dit l'opinion publique et qui intègrent ce petit critère important à l'intérieur de leur délibéré. C'est aussi parce que les procès se gagnent aussi dans les médias de temps en temps, parce que quand on fait un procès pour réparer l'honneur de quelqu'un qui a été bafoué, diffamé, outragé, ça ne peut pas être qu'un jugement rendu de façon isolée et un peu discrète dans une salle d'audience. C'est aussi un jugement de l'opinion publique. Donc il faut aller sur les plateaux de télé, expliquer pourquoi nos clients avaient raison et pourquoi leur honneur a été sali injustement. À partir du moment où j'ai défendu Michel Houellebecq en 2002 pour des propos sur l'islam qui étaient peut-être pas les plus inspirés, c'est pas la question. Je me suis retrouvé avec en bas de ce cabinet ici des caméras, des gens qui me déposaient des menaces de mort, des courriers me vouant en gémonie, des petites balles dans des enveloppes que je trouvais extraordinaires, c'est-à-dire que c'est plus des cercueils, c'est des balles directement, de fusils d'assaut notamment. Donc c'est quelques petites représailles, quelques tentatives de représailles. Il ne faut pas fanfaronner et les prendre à la légère, parce qu'il y a quand même des doudingues qui sont capables de planter un coup de couteau dans le dos de quelqu'un juste parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne retenait pas ou avec lequel il n'était pas d'accord. Donc il faut faire attention. On peut prendre les devants, on peut porter des coups. Il faut faire attention à ne pas en prendre soi-même de la part de quelqu'un qui ne jouerait pas le jeu de la justice, du débat démocratique et qui déciderait d'un seul coup de se venger dans un parking en vous attendant avec une machette. Ah oui, vous avez mis Bourdieu, ouais, très bien. Non, c'est bien. Donc le client le plus marquant, et je vois la photo de Pierre Bourdieu. Alors, Pierre Bourdieu, ça a été un client très marquant. C'est le plus grand sociologue de la deuxième partie du XXe siècle, c'est l'homme de la misère du monde, c'est un sociologue et un être humain exceptionnel. Et avoir Pierre Bourdieu au tribunal avec moi, c'était non pas avoir un Pierre Bourdieu justiciable qui attend d'être jugé, mais c'est Pierre Bourdieu qui me disait « Explique-moi pourquoi vous faites ce rituel, pourquoi vous faites ces gestes, pourquoi c'est conçu comme ça, quelle est l'architecture, pourquoi ces gens sont habillés ainsi ?» C'est-à-dire que c'était la sociologie appliquée au tribunal. Et Pierre Bourdieu s'est mis à découvrir un autre monde, une autre facette de la société française qu'il n'avait pas examinée. Et je me suis dit, si on ne sort pas tout de suite avec le délibéré en sa faveur dans une affaire de diffamation, on va y passer 5 jours et ça va devenir un champ d'études. Donc ça, c'était formidable. D'être l'avocat de Pierre Bourdieu, comme d'avoir été l'avocat de Claude Lévi-Strauss, comme d'avoir été l'avocat de très grands penseurs et de gens qui sont pour moi des références suprêmes au panthéon des sciences humaines du XXe siècle. La culture est essentielle pour moi. D'abord parce que je suis avocat en grande partie dans le milieu de la culture, pas uniquement, mais avec beaucoup de clients dans la culture. Parce que je suis conservateur de musée, du musée du Barreau de Paris. Je suis secrétaire général du musée Yves Saint-Laurent Paris. J'ai écrit 110 ou 115 livres, traduit quelques autres. Je suis un collectionneur, on peut dire un peu averti, d'art africain, d'art tribal, d'archéologie, de livres anciens, de beaucoup de choses. Donc il n'y a pas une journée sans que la culture ait une place importante dans ma vie, en dehors même de choses simples comme la lecture ou aller dans un musée. J'ai acheté un tableau hier soir, alors on était un lundi soir de sortie de confinement et on ne peut pas dire que les affaires soient nécessairement permettent aujourd'hui de dépenser beaucoup d'argent, l'économie va mal, mais quand même j'ai trouvé un petit peu d'argent pour dépenser dans la culture parce que c'est essentiel. Et c'était essentiel pour le galeriste que je suis allé voir, c'est essentiel pour l'artiste dont j'ai acheté une œuvre, de montrer qu'on est solidaire de la culture, qui nous aide tant à nous transcender et à être véritablement des êtres humains. Voilà, donc il faut trouver le temps pour la culture. Moi je dors très peu, donc j'arrive à avoir une deuxième vie. Emmanuel Pierrat, avocat, se transforme en Emmanuel Pierrat, écrivain, lecteur, mélomane, bibliophile, cinéphile, le soir très tard chez lui, quand on ne peut pas aller au cinéma ou quand on ne peut pas aller au théâtre. Et ça me permet donc de finir vers 2 h du matin en m'endormant, non pas dans les bras de Morphée, mais avec un très bon livre à mes côtés.
Je suis toujours un peu sulfureux. On n'est pas obligé d'être l'avocat du diable pour être sulfureux. Mais si on est un avocat qui est en harmonie avec la totalité de la société, ça veut dire qu'on ne défend que les victimes, ça veut dire qu'on ne défend que le bien. Il ne s'agit pas de défendre le mal, il s'agit de défendre les êtres humains à qui on reproche d'avoir fait du mal. Et parce qu'il faut une justice, parce qu'il faut des hommes et des femmes de loi, parce qu'il faut des avocats, des avocates, parce qu'il faut, dans une société humaine, démocratique, dans un état de droit, que tout le monde soit défendu et que la voix de chacun, des plus humbles aux plus abominables, soit entendue pour qu'ensuite on puisse les juger raisonnablement, avec la véritable justice, qui est quelque chose qui est un concept. Ce que nous avons, c'est l'institution judiciaire devant nous. Donc il faut être un peu sulfureux, forcément, parce que ça veut dire ne pas aller dans le sens du vent, ne pas caresser les gens dans le sens du poil. Quand on défend un assassin, quand on défend un violeur, on ne peut pas être applaudi. C'est normal, je ne m'attends pas à faire applaudir le viol ou l'assassinat, mais je demande qu'on prenne en compte l'humanité, qu'on prenne en compte un parcours, qu'on prenne en compte des conditions, des circonstances, qu'on prenne en compte un être humain. Et évidemment, sans oublier les autres êtres humains qui ont souffert en face, qui ont été victimes. Voilà. Ça a donc forcément un côté un peu sulfureux, ou un air de sulfure, ou un parfum de soufre chez l'avocat qui accepte de défendre, on va dire, pratiquement tout le monde. Moi, ma seule réticence, c'est de défendre l'extrême droite. Mais c'est un problème personnel que j'ai à l'intérieur de moi-même. Ce n'est pas un choix d'avocat rationnel. L'avocat devrait défendre tout le monde. Moi, à titre personnel, je choisis de ne pas défendre les racistes et les fascistes, mais parce que je deviens mauvais avocat. Donc, mais je n'ai aucun reproche à faire à mes confrères et mes consoeurs qui défendent des camps adverses aux miens, qui défendent des idées politiques adverses à celles du citoyen Emmanuel Pierrat, parce que c'est la noblesse de notre métier, c'est la noblesse de la robe, d'être un peu sulfureux et de ne pas être, encore une fois, dans l'unanimité. Sinon, il faut changer de métier et il faut devenir simplement juge. Comme ça, on est en raccord et on condamne en fonction de ses propres convictions personnelles, mais ça n'est plus une société de droit. J'ai voulu être avocat à la fois pour apporter le bien et en même temps en rêvant à Arsène Lupin. Donc ça fait partie de cette aventure particulière qui est celle de la robe, de penser qu'on peut soulever des causes extraordinaires et puis qu'à un moment, une cause extraordinaire, c'est aussi une cause dans laquelle on combat la peine de mort au profit d'un assassin, entre guillemets, enfin on combat la peine de mort en plaidant pour un assassin, c'est Thierry Lévy, c'est Robert Badinter, c'est Gisèle Halimi à qui on dit vous avez tort parce que vous défendez les avorteuses et elle sait que plus tard elle aura raison. J'ai beaucoup aimé Jacques Vergès, qui alors là pour le coup était l'avocat du diable vraiment, avec qui j'ai eu de longues conversations et dans une conversation Jacques m'avait dit tu sais il faut toujours avouer. Moi je dis à mes clients qu'il faut avouer. Je dis mais pourquoi? Il me dit parce que après ils ont raison. Quand il me dit les femmes algériennes terroristes jugées pendant la guerre d'Algérie, je leur disais étaient poursuivies, je leur disais il faut avouer. Parce que en plus, vous aurez raison, dans 4 ou 5 ans, ça sera l'indépendance et vous serez des héroïnes. Et il disait, quand je rencontrais comme ça un certain nombre de personnages, je leur ai dit, avouez, l'histoire vous donnera raison. Il s'avère qu'il a défendu Klaus Barbie, que l'histoire, heureusement, n'a jamais donné raison à Klaus Barbie. Il ne donnera jamais raison. Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans l'idée selon laquelle il fallait passer par-dessus les sentiments personnels pour accepter de défendre ou d'écouter une parole qui n'était pas celle qui plairait à la société. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était très noble et très important, qu'il ne fallait pas ensuite tomber dans la provocation, parce que c'est facile de vouloir provoquer en défendant que les monstres, mais que chaque monstre, évidemment, a une part d'humanité, et personne d'ailleurs n'a le droit de les appeler des monstres. On devrait d'abord les écouter, et ensuite, une fois qu'ils ont été jugés, peut-être éventuellement les qualifier.